Bonjour à tous, je suis Sophie Ira de Tablet Academy. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la réalité virtuelle et aux soft skills. Sans plus tarder, je vais démarrer par le partage de mon écran, ou peut-être non, je vais commencer par présenter nos intervenants, puisque vous les voyez à côté de moi. Cécile Tesla Dumoncel, vous êtes responsable réalité virtuelle chez HP Europe. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Pierre Boivin, vous êtes spécialiste éducation chez HP France. Bonjour Bonjour Pierre. Sophie, bonjour à tous. Et Gaël Peigné, vous êtes directeur Customer Success et Business Development Manager dans une société française qui s'appelle Maxence Innovation. Bonjour Tout à Gaël. fait. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Je partage mon écran. Bien, donc, comme je le disais en introduction, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Merci à tous les participants de se joindre à nous. Tablet Academy, facilitateur des compétences du XXIe siècle, est particulièrement heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire consacré, comme je le disais, à la réalité virtuelle, une nouvelle forme d'apprentissage des soft skills. Alors, après avoir présenté donc nos intervenants, Cécile, Pierre et Gaël, je voudrais vous donner deux informations aux participants. La première, c'est que ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement et donc il vous sera possible de revoir cet événement. Vous recevrez avant la fin de la semaine le lien qui vous permettra d'accéder à l'enregistrement. Et puis deuxième information, il vous est possible de nous faire part de toutes vos questions à travers les questions-réponses. Nous prendrons le temps nécessaire pour y répondre à la fin de cet événement. Alors, on va bien sûr parler de réalité virtuelle, on va bien sûr parler des soft skills et du lien qui peut être fait entre les deux. Je vous propose de démarrer par les soft skills. Alors, les soft skills, traduites en français par compétences douces ou compétences humaines, sont des compétences qui ne relèvent pas d'un savoir ni de connaissances. Ce sont des compétences qui font appel à des aptitudes relationnelles, à des aptitudes émotionnelles. Et dans un monde qui bouge énormément comme le monde que nous connaissons aujourd'hui, ces compétences sont de plus en plus recherchées et valorisées. L'OCDE en parle beaucoup dans ses préconisations pour l'éducation à l'horizon 2030. Et je vous propose non pas de détailler l'ensemble, mais de voir de façon très schématique ce qu'on entend par ces fameuses soft skills ou compétences douces. On peut les résumer à travers les 4 C. Alors les 4 C, c'est la communication, l'esprit critique, la coopération et la créativité. Savoir bien communiquer, c'est savoir transmettre un message avec un fort impact. Faire preuve d'esprit critique, c'est savoir déceler les idées reçues et les combattre en proposant une alternative. Faire preuve de coopération, c'est savoir s'intégrer dans un groupe, dans un réseau, contribuer, aider, mais aussi déléguer et se faire aider quand cela est nécessaire. Et puis être créatif, c'est trouver des solutions innovantes aux problématiques qui nous sont posées. Alors ces compétences, la question qui se pose est de savoir comment les acquérir si on ne les a pas de façon innée. Est-il possible, à travers la formation, de les acquérir, de les développer, de les entretenir? C'est tout l'objet de ce webinaire et je vous propose donc de démarrer sans plus tarder par HP, avec notamment l'intervention de Pierre qui va nous expliquer ce que fait HP en France pour l'enseignement et quels sont les programmes dans lesquels justement la réalité virtuelle est appréhendée. Pierre, c'est à vous. Bien, tout d'abord, merci beaucoup Sophie de m'avoir invité pour ce webinaire. Donc, je souhaiterais commencer par le fait que l'éducation fait partie de l'ADN d'HP depuis sa création. Pour l'anecdote, sur le campus de Stanford, HP dispose d'une structure mondiale dédiée à l'éducation, avec des activités de recherche et développement, de partenariat, mais aussi des initiatives de RSE dans la plupart des pays. À ce titre, je vous recommande de consulter le rapport édité chaque année
par HP et je serai ravi de vous faire suivre sa version française à l'issue de ce webinaire. En France, HP accompagne l'éducation au quotidien dans sa transformation numérique et surtout dans le fait de la préparer au mieux quant aux enjeux et aux attentes liées à la quatrième révolution industrielle. Qu'est-ce qu'on entend par quatrième révolution industrielle? On parle ici donc de sujets d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de réalité augmentée et d'impression 3D. Donc cette quatrième révolution industrielle a et continuera d'offrir des opportunités sans précédent en termes de création de business, en termes d'emploi et donc de métiers et de compétences associées. Ici, il s'agit de compétences qui sont à la fois des hard skills et des soft skills. Et donc chez HP Éducation, nous accompagnons les référents numériques, les enseignants et les académies sur la mise en œuvre de ces nouveaux programmes de formation avec les meilleures technologies disponibles sur le marché. Nous pouvons donc illustrer cette stratégie par deux innovations importantes. La première consiste pour nous à soutenir la création d'espaces innovants d'apprentissage sur le territoire. Ainsi, HP a collaboré très récemment à la création d'espaces innovants en région Occitanie, à Monaco et à Paris. Ces espaces visent à expérimenter, prototyper et accompagner les usages des nouvelles technologies. Par ailleurs, HP a également été partenaire fondateur du réseau des Learning Labs en 2012 avec l'École centrale de Lyon et l'École de management de Lyon. Ce réseau, il compte aujourd'hui plus de 150 adhérents en France et à l'international. Notre objectif, c'est de partager les bonnes pratiques, faire de la recherche et créer une communauté innovante. Et à travers ce réseau, nous réalisons donc des activités de veille technologique, de partage et de publication de méthodes pédagogiques à travers l'utilisation d'innovations 2D et 3D telles que les casques Reverb de réalité virtuelle HP. La seconde initiative très récente est le programme Campus du futur. Donc, il s'agit d'un programme qui permet à HP de collaborer avec l'éducation sur les nouveaux espaces de formation, sur l'intégration des technologies 3D, jusqu'au développement des nouveaux cursus et des compétences associées. Campus du futur propose une collaboration tripartite entre HP, Educause, qui est un organisme de recherche en éducation de renommée mondiale, et l'ensemble de l'institution éducative. En France, pour le moment, nous avons annoncé collaborer avec deux institutions majeures, Sciences Po et le CNAM. Nous avons d'ailleurs été lauréats avec le CNAM d'un appel à projet de la région Île-de-France, en présentant tout un programme autour de formation et de la réalité virtuelle. Notre programme vise donc à travailler sur des thématiques en rapport avec la 3D sous toutes ses formes, que ce soit la réalité étendue, la réalité virtuelle ou l'impression 3D. Et il faut savoir que l'ensemble des résultats de nos recherches seront publiés par Educause et annoncés lors de différentes conférences mondiales. Très bien, bah, merci beaucoup, Pierre pour ce panorama. On va tout poursuivre avec la réalité virtuelle et je vais demander à Cécile, comment placez-vous aujourd'hui la réalité virtuelle au sein des nouvelles technologies? Quelle est la position, d'HP sur le sujet? Bien, merci Sophie pour me laisser la parole. Donc je suis, comme vous l'avez dit, responsable de réalité virtuelle pour HP en Europe. Et je suis contente d'être parmi vous parce que ça me permet de parler ma langue maternelle, ce que je fais rarement. Donc pour recentrer, attendez, un petit problème de working from home, il y a ma fille qui rentre. J'ai bien mis un panneau sur la porte, mais voilà. Donc comment est-ce qu'on positionne la réalité virtuelle? Pour nous, c'est une révolution majeure qui est en train d'arriver au monde de l'informatique. On la compare à ce qui est arrivé il y a 40 ans avec l'introduction des PC personnels, et ou avec l'introduction il y a 20 ans des téléphones portables. Donc vraiment, on voit ça comme la nouvelle façon d'interagir entre l'humain et la machine, qui progressivement, si on peut imaginer avec les nouvelles technologies, on peut imaginer dans un futur assez proche avoir des petites lunettes très légères qui seront l'interaction de l'humain avec le contenu qui serait sur un cloud, par exemple, et avec des capteurs. Donc ces petites lunettes seraient nos écrans et des capteurs biométriques remplaceraient nos souris, nos claviers. Donc ça paraît un peu futuristique, c'est sûr que ça c'est quelque chose qui va arriver dans une dizaine d'années, mais petit à petit on arrive là, c'est-à-dire qu'on intègre de plus en plus l'humain dans le contenu 3D et on remplace l'interaction avec la machine.
Et forcément, HP étant leader mondial de l'informatique personnelle, on investit dans le futur. Donc c'est pour ça que depuis 3 ans maintenant, on a créé cette nouvelle business unit sur la réalité virtuelle. Et notre ambition, c'est de proposer des solutions complètes à nos clients pour qu'ils aient une meilleure expérience immersive. Et quand je vois ce qui se passe depuis 3 ans, on voit clairement une accélération du déploiement d'expériences de réalité virtuelle, et ça dans tous les domaines, et en particulier dans la formation et dans l'éducation, ce qui sont c'est vraiment l'utilisation majoritaire de la réalité virtuelle. Très bien. Merci Cécile. On va maintenant faire plus ample connaissance avec Gaëlle et Maxence Innovation. Gaëlle, c'est à vous. Ah, moi, je n'entends pas Gaëlle. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. J'ai un peu de bruit moi aussi à la maison, donc j'ai été obligé d'agir sur le micro. Maxence Innovation est une société française, comme vous l'avez dit, et qui a été créée en 2017. Notre mission est très simple, c'est de fournir un véhicule pédagogique à tout ce qui est formation liée aux soft skills. Et pour, créer ce véhicule pédagogique, nous nous appuyons en fait sur la réalité virtuelle. Nous avons créé une plateforme immersive et interactive dont l'objectif est de transformer les savoirs en compétences pratiques. Donc pour ça, on s'appuie sur la réalité virtuelle, donc l'intelligence artificielle et des techniques de neurosciences qui sont, validées par des grands experts. Nous avons des docteurs qui travaillent avec nous, comme le CNRS, l'INRIA, et nous profitons de leur expérience. Nous sommes avant tout, vraiment, et je le répète, c'est très important, les créateurs du véhicule pédagogique, et nous laissons, heu, la responsabilité du message et de la formation à des spécialistes, dont c'est vraiment, la fonction première. Nous, notre métier, c'est vraiment de leur donner à ces spécialistes le meilleur des outils en utilisant la réalité virtuelle pour pouvoir travailler en toute autonomie, que ce soit pour les formateurs, les encadrants, mais aussi les apprenants. Et justement, les apprenants, les étudiants, qu'en disent-ils aujourd'hui, de la situation? Alors c'est vrai que nous vivons une période de pandémie, la Covid-19 a changé un certain nombre de paradigmes. Typiquement aujourd'hui, au lieu d'être, tous en home office, nous serions, dans nos bureaux ou, dans des salles de réunion, et peut-être même tous dans la même salle de réunion, et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que les enseignants comme les élèves souffrent d'un manque d'outils interactifs qui soient à la fois engageants, et qui permettent une interaction réelle, et de retrouver un aspect de sociabilisation. Que ce soit les, Zoom, les Teams, les Google Meet, il y a une fatigue 2D qui est de plus en plus, prégnante, un manque d'implication. Heu Dans mon entourage professionnel, j'entends souvent parler de personnes qui assistent à des formations, à des MOOC ou des choses comme ça, et qui lancent la formation et qui en même temps vont aller regarder une série. C'est évidemment pas ce qu'il faut faire, mais c'est un des symptômes de cette fatigue, moi je l'appelle fatigue 2D. Et donc notre outil est là pour remettre les apprenants au cœur du jeu, en tant qu'acteur, et en apportant une réelle interactivité. Très bien. Alors merci pour cette, transition vers l'éducation. Je vais laisser maintenant la parole à Cécile, qui a pas mal d'informations à partager avec nous, informations qui viennent de partout dans le monde sur l'enseignement justement à travers la VR. Alors Cécile, comment apprend-on? C'est peut-être la première chose qu'il faut camper pour les participants. Oui, j'avais envie, avant de partir dans le détail de ce que c'est la réalité virtuelle, comment on en fait, et cetera, de revenir à la base, c'est-à-dire comment est-ce Mmh. que, l'être humain apprend? Et du coup, là, j'aimais bien cette citation qui vient d'un nageur olympique, médaillé d'or, qui dit simplement: «J'ai nagé autour du monde, pour une course qui a duré 90 secondes». Qu'est-ce que ça veut dire en fait en substance? C'est que nous avons besoin, nous autres êtres humains, de pratiquer beaucoup pour apprendre. C'est vraiment la façon la plus simple et la plus naturelle. Il faut faire et refaire, et c'est le meilleur moyen de retenir. Et alors, comment est-ce qu'on lie la technologie, la réalité virtuelle
à ce fait-là. C'est vraiment lié à la façon dont le cerveau va fonctionner. Hem et donc la réalité virtuelle, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites par des laboratoires de neurosciences. C'est une révolution technologique qui va imprimer de manière complètement différente dans notre cerveau, ce qu'on y vit. Ça va être complètement différent que de voir une vidéo ou de lire un livre. Hem, Comme on se retrouve en immersion complète, c'est-à-dire que si vous êtes, je peux prendre mon casque, mais si je suis avec mon casque, qui est complètement fermé, je ne suis pas dérangée par l'extérieur. Je vis tout en 3D immersif. Donc mon cerveau va avoir vraiment l'impression que je fais ou que je vis ce qui se passe en réalité virtuelle. Et de ce fait, les souvenirs vont être imprimés dans le cerveau à un endroit complètement différent de l'apprentissage par lecture. Ils vont être imprimés au même endroit que, une expérience réelle. Et du coup, ça va se traduire par ces chiffres-là que l'on montre. Il y a eu des mesures d'efficacité d'apprentissage où on regarde le taux de rétention après 1 an d'un contenu qui a été livré en cours ou par lecture ou en réalité virtuelle, et on voit que la réalité virtuelle augmente le taux de rétention de manière, significative. C'est même impressionnant puisqu'on arrive à un taux de rétention de 75 ou 80 selon les sources. Ça veut dire qu'au bout d'un an, on se rappelle bien mieux de ce qu'on a pu faire en réalité virtuelle que ce qu'on a vu en cours, en webinaire comme aujourd'hui ou en lisant un livre. Donc c'est ça l'intérêt majeur de la réalité virtuelle. Et ça concerne, tous les niveaux d'apprentissage, Et c'est pour voilà, tout alors je à crois qu'on avait voilà et en fait, il me semble que voilà et l'intérêt c'est que, on peut imaginer que ceci fonctionne à tous les niveaux dans tout le cursus scolaire, que ce soit du primaire jusqu'à à la maîtrise ou au doctorat. On peut avoir à tous ces niveaux de cursus, une application de réalité virtuelle. Alors ça peut être différent, c'est-à-dire qu'effectivement en primaire, ça va être plus pour apprendre à l'intérieur du livre ou des expériences, immersives. Et après, quand on rentre plus dans le secondaire, là, c'est vraiment plus dans le dur, dans l'apprentissage des futurs métiers. très bien. Gaëlle, vous avez également, je crois, des études à partager avec nous. Je vais vous Oui, laisser la parole. eh bien, en fait, ces études viennent, vraiment compléter ce que vient d'exposer, Cécile, Mmh mh. puisque si on regarde la partie, comment acquiert-on les savoirs aujourd'hui, on se retrouve avec, on constate, ce sont des mesures qui ont été faites par, des gens comme PricewaterhouseCoopers, comme, la BPI, comme Accenture, donc bon, heu, on Des gens on sérieux. des gens sérieux, on va leur faire confiance. Aussi LinkedIn, tiens, pour le coup. Et il s'avère que 10 des formations, en fait, permettent d'acquérir des savoirs. Alors ces formations, c'est quoi? Ça va être des formations présentielles. Heu, Ironiquement, je pense que tous on rêve d'y retourner, mais malheureusement, ça va pas être pour tout de suite et surtout la période que nous vivons change beaucoup de choses et va changer beaucoup de choses dans les mois et les années à venir. L'e-learning, qui a connu une grande période de croissance, mais qui re où aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette fatigue 2D qui vient un peu perturber les MOOC et toute la veille technologique, et informative que peuvent faire les gens, dans le cadre, professionnel. De l'autre côté, on a 20 d'interactions. Alors ces interactions, en général, ça va correspondre à du coaching, du feedback 360, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, vraiment discuter avec, différents interlocuteurs de la même sphère professionnelle et apprendre, grâce à eux, heu, de nouvelles choses ou de nouvelles compétences. Et surtout, 70 de pratique. Et ça ne fait que renforcer le message qui était communiqué par Cécile. On apprend en faisant et c'est là toute la pertinence en fait d'un modèle, d'apprentissage en immersion. C'est-à-dire on va bonifier le niveau d'attention, puisqu'on va se retrouver avec un niveau d'attention qui va être multiplié par 4 par rapport à des situations standards. Un temps de mémorisation, comme le niveau d'attention est multiplié par 4. Alors juste pour préciser pourquoi il est multiplié par 4, personne ne viendra vous déranger pendant votre session d'apprentissage. Il n'y aura pas de stylo qui tombe, il n'y aura pas d'avion qui passe et il n'y aura personne qui rentrera dans la salle. Heu, le temps de mémorisation est donc divisé par 4. On a une connexion émotionnelle parce que, là aussi, quelque part le cerveau est totalement trompé par la réalité virtuelle et imprime grâce à ça l'expérience comme si elle avait été vécue.
Donc ce qui permet un ancrage mémoriel qui va être multiplié par 14, ce qui est énorme et surtout une applicabilité des savoirs qui est là aussi multipliée et des coûts, parce qu'il y a dans l'apprentissage, il y a aussi malheureusement cette notion de coût, des coûts qui vont être divisés par 4 puisqu'on va gagner du temps, avoir un apprentissage qui va être beaucoup plus personnalisé et qui va générer un ancrage mémoriel beaucoup plus rapide. Et tout ça, c'est vraiment, heu, ce sont des chiffres qui ont été confirmés et heu, grâce à l'usage de l'IA, et des neurosciences, on va pouvoir bonifier, améliorer les outils pédagogiques qui sont mis à la disposition des enseignants et des étudiants, aujourd'hui et demain. Très bien, bah, alors écoutez, je pense que le moment est venu maintenant de parler de choses très concrètes. Je sais que Cécile est venue, nous apporter au moins 3 vidéos et puis vous, Gaëlle, vous avez une expérimentation, à partager avec nous. Donc sans plus tarder, Cécile, que peut-on dire concrètement de la réalité virtuelle au service de l'apprentissage? Alors j'étais en mute. Donc alors comme j'ai un peu découpé ça tout à l'heure, il y a différentes, applications, que ça soit en primaire ou en secondaire. Donc on va commencer par le primaire, hein. Le Oui, primaire, la réalité virtuelle, elle permet un apprentissage inédit, qui sort un peu de l'ordinaire, donc ça peut aussi intéresser les élèves et ils peuvent visualiser des concepts. Par exemple, on peut se retrouver à l'intérieur d'une molécule ou dans un principe de géométrie. Ils peuvent aussi s'immerger dans des contextes sociaux particuliers, en grandeur nature. Après, on a des petites vidéos pour, euh, pour illustrer pour tout ça. illustrer. Ça peut être quelque chose d'historique ou... Attendez, hop, un peu trop vite. Voilà. Ça peut être aussi également des sorties scolaires. Il y a des musées. Alors bon, là, en ce moment, c'est un petit peu arrêté, mais des musées qui organisent des visites virtuelles, la découverte d'une forêt tropicale avec des dinosaures. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses parce que le fait qu'on se retrouve en immersion complète, c'est vraiment quelque chose d'innovant. Puis après, quand on passe sur le secondaire, euh, Merde, pardon. oups, Ça va. là, ça peut être plus proche des métiers. Donc en sciences physiques, ben là, on peut avoir des choses plus complexes qui sont visualisées et ça aide à la visualisation parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir en 3D sur un écran plat. Donc en réalité virtuelle, ça peut aider. En sciences humaines aussi également, puisqu'on peut travailler sur tout ce qui est biais cognitif, par exemple, ou les comportements, se retrouver dans une situation particulière. Et puis après, il y a tout ce qui est médical, formation professionnelle au plus large même d'ailleurs. Là, on parlait d'apprendre ses faire, et alors on peut imaginer, alors là c'est sans limite, apprendre à souder, apprendre à faire une piqûre, apprendre à faire une intervention chirurgicale, on peut apprendre à faire toutes ces choses-là, apprendre à faire les gestes professionnels. Donc voilà, c'est vraiment très très large en fait, il y a quasiment pas de limite. On peut imaginer tous les cours avoir un intérêt Tous les euh, cours peuvent avoir leur leur transposition en réalité transposition a été virtuelle. virtuelle. Alors, c'est pas de refaire tous les cours complètement en réalité virtuelle, Non. c'est pas l'idée. C'est de faire de manière ponctuelle une expérience réalité virtuelle pour appuyer sur un point particulier pour que les élèves vivent quelque chose de différent. D'accord, donc on va illustrer la chose à travers donc 3 vidéos. Voilà. Alors, la première, ça, c'était un cours d'histoire, en fait. Donc, c'est une société aux États-Unis où les élèves, alors là, vous le voyez en 3D, mais vous imaginez que vous vous retrouvez dans la ville en échelle, en grandeur réelle. Donc, vous pouvez vous promener dans Rome comme elle était au monde antique, et se promener, et naviguer, visiter les monuments. Donc, pour un élève de début de collège, ça peut être quelque chose de très impressionnant et dont certainement, par rapport à ce qu'on disait, il se rappellera bien plus. Donc ça peut visiter à peu près, on peut imaginer tout ce qu'on peut visiter comme ça. La deuxième chose, c'est plus expérimenter, parce que la réalité virtuelle permet aussi de synthétiser, de simuler les mouvements. Donc là, ça c'est un exemple en collège encore de dissection de grenouille où l'élève va vraiment, enfin vraiment, si je peux dire ça comme ça, va dans le monde virtuel, faire la dissection, aller chercher l'organe qu'on lui demande, etc., etc. Donc on peut avoir vraiment une interaction complète avec l'élément 3D. Une pratique sans nuire aux animaux. Sans nuire aux animaux. Alors après, voilà, c'est ça aussi, c'est une vision comme ça. Après, c'est très flexible puisque c'est tout, ce sont des images designées par ordinateur. Donc on peut, si vous n'avez pas envie de faire la grenouille, en catalogue, il est très facile de remplacer la grenouille par n'importe quel animal. Donc c'est très très flexible. D'accord.
Alors le troisième Et le exemple? troisième, alors c'est plus particulier, c'est pour ça que je voulais le montrer, ça, celui-là, c'est sur tout ce qui est, hem, expérience humaine. Donc là, c'est une petite histoire, en fait, où l'élève se retrouve encore une fois en grandeur réelle, à vivre la vie d'une personne qui perd son emploi, qui doit quitter son appartement et qui se retrouve, sans domicile fixe. Donc il y a quelque chose là, je pense que Gaëlle parlait à un moment de la connexion émotionnelle. On se retrouve à vivre, à la place d'une personne à qui il arrive quelque chose de difficile et ce qui permet, enfin ça aide à sensibiliser, et à comprendre les situations. D'accord. Vous me disiez que la Croix-Rouge utilise, Oui, alors oui, oui, effectivement, la Croix-Rouge ouais, utilise ce genre de méthode pour, sensibiliser, sur, la vie dans les camps de réfugiés, des choses comme ça. Parce qu'il y a une d'accord. connexion émotionnelle différente. Et ça, c'est donc plus pour le primaire. Après, il faut imaginer, comme vous voyez, on peut apprendre à faire, on peut former les infirmières, on peut former les mécaniciens, on peut former énormément de monde. Très bien. Alors on va passer à une autre expérience très concrète en France, dans un lycée. Il s'agit de préparer les lycéens à une nouvelle épreuve qui s'inscrit dans le baccalauréat à travers le grand oral. Tout à fait. Et nous avons eu la chance, avec HP d'ailleurs, de pouvoir équiper le lycée Georges Pompidou à Castello-les-Lèzes. Donc, il est un peu trop tôt pour vous donner un feedback précis et exact sur les retours. Mais, sans rien dévoiler, je peux dire que les premiers retours sont extrêmement positifs et génèrent beaucoup d'enthousiasme. Hem, alors, quel est le principe? Comme le disait Cécile, la connexion émotionnelle, nous permet en fait de positionner les étudiants vraiment en face d'un jury. Alors ce jury, certes, il est virtuel, mais le cerveau, au bout de 30 secondes, ne fait plus la différence. Et ce qu'il se passe, c'est que, ça va permettre en fait de travailler sur l'aisance à l'oral, en apportant des compétences qui ne sont pas innées. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me souviens très bien de la première fois où je me suis retrouvé en face d'un jury, même si le jury était composé d'un seul professeur et qu'on était 2 dans la salle. Donc et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de monde. Et donc ça aide, c'est un moyen de pratiquer avant le grand jour. Heu, Ça aide à travailler sa gestion du stress, et qui dit travail de la gestion du stress, ça permet une mise en confiance, énorme. Donc finalement, l'objectif, il est simple, il est d'aider les étudiants à se débarrasser de tout ce qui peut venir les polluer le jour un des jours les plus importants, de leur année, en les aidant à vraiment à être à l'aise et à pouvoir optimiser au maximum la présentation de leurs connaissances. Donc ça va être utilisé sur la partie entraînement au grand oral, en histoire géo, sur de la prise de parole. Alors ça va un peu plus loin, puisque la prise de parole, c'est aussi des choses que ces futurs étudiants, ces lycéens et ces futurs étudiants auront à faire, quels que soient les métiers vers lesquels ils vont s'orienter, puisque le jour où on va leur demander de présenter un projet, eh bien, ils seront beaucoup plus à l'aise. On va aussi apporter, c'est cette, brique-là sur la partie philo, les langues bien sûr, Mmh. parce que, pour, par exemple une personne timide, c'est bien de pouvoir répéter sans avoir un regard ou un sentiment de jugement vis-à-vis des autres. Ça permet de répéter et d'emmagasiner de l'expérience, et qui dit expérience dit confiance en soi. Et Alors alors je ouais, concrètement, oui, comment ça marche, alors je vous propose de passer ouais? à la slide, suivante, à la diapositive suivante. Mmh. Donc, comment ça marche? Alors côté apprenant, on va dire, c'est excessivement simple, puisque on met le casque. Alors je précise, un casque de réalité virtuelle, il faut le voir quelque part comme une nouvelle interface, un nouveau type de moniteur. Sauf que le moniteur, comme le disait Cécile, vous ne l'avez plus juste devant vous, vous l'avez tout autour de vous. Ce qui fait que quand vous allez vous retourner, vous allez voir le fond de la classe, où vous allez voir un décor. Donc vous mettez le casque, vous démarrez l'application, et là,
vous basculez en immersion 360 et vous allez pouvoir vous lancer dans des exercices pratiques. Alors on peut consulter des didacticiels pour savoir exactement comment se positionner. Typiquement, voilà, vous allez devoir présenter, votre projet en 3 minutes. Où pouvez-vous nous parler de telle matière, sur tel sujet pendant 5 minutes? Et c'est à l'apprenant de jouer. C'est-à-dire qu'il va commencer à interagir avec l'intelligence artificielle et qui va enregistrer, hem, là où il pose son regard. Il va enregistrer aussi sa vitesse de pour parler. Est-ce que des mots parasites reviennent trop souvent? Les «e», des choses où finalement qui le déstabilisent et qui sont des pollutions dans sa présentation. Et à la fin, vous voyez que sur la partie droite, on se retrouve avec donc on a le capteur de vision, l'avatar interactif, les capteurs d'éloquence. On a un compteur qui défile et ce compteur est particulièrement important parce qu'il faut aussi gérer son temps et apprendre à gérer son temps. Et à la fin, on va avoir un petit tableau de synthèse qui va noter la performance de chacun. Alors ce tableau de synthèse est très simple et on va aller juste à la slide après, puisque une fois ce tableau de synthèse ah pardon, J'y on est étais. pardon, quelle synchronisation. Le tableau de bord de l'apprenant, eh bien voilà, on retrouve dans le dé vraiment beaucoup de détails. C'est-à-dire qu'on va retrouver tous les mots qui ont été prononcés par l'apprenant. Donc là, typiquement formation, formé, logement, permanent, et cetera. Le score global, la durée de l'exercice. Et derrière, on va retrouver aussi la performance enregistrée. Alors, quand je dis performance enregistrée, c'est-à-dire que ce qui a été dit est transformé en texte automatiquement et est enregistré. Ce qui veut dire que le jour où l'étudiant a fait sa meilleure présentation et il se dit c'est celle-là qu'il faut vraiment je sorte le jour J, eh bien il va pouvoir la réécouter, l'ancrer, la travailler de manière régulière et il ne la perdra pas. Donc ça c'est un des points importants. L'autre point, c'est que ces données sont accessibles uniquement par l'apprenant, l'étudiant, et son professeur ou la personne qui va le coacher. Donc on est vraiment sur, du respect de la vie privée. Il n'y aura pas de possibilité pour les autres élèves, par exemple, de voir la performance des autres. C'est uniquement le professeur qui partage ou non, en fonction de son choix pédagogique. Et voilà, on a un outil qui permet, et je reviens à ce qu'on dit depuis le départ, on a un outil qui permet vraiment de pratiquer, d'avoir un retour, une autonotation, immédiate et de relancer et se remettre dans le bain, pour, pouvoir vraiment, être en immersion totale et particulièrement à l'aise pour le jour J. Retour objectif, Exactement. complètement objectif. Très bien, bah, merci beaucoup pour cet exemple fort séduisant. On va terminer peut-être sur de nouveau un petit peu de technologie avec Cécile. Comment camper donc finalement ce qu'est la réalité virtuelle à travers le matériel et les logiciels? Quelles sont les nouveautés? Vers quoi se dirige-t-on? Oui, très bien. En fait, ce qui est important, c'est que, à savoir, à comprendre, c'est que la réalité virtuelle, c'est vraiment une histoire de solution. C'est-à-dire que, il faut un casque, bien entendu. Donc ça, je peux vous montrer ce que c'est un casque de réalité virtuelle. Voilà, c'est quelque chose. Ah, je sais pas si on le voit. Ah, avec le fond, pas bien. On devine, Ah, on ouais, devine. on le devine un peu. Donc voilà, c'est un casque avec 2 petits écrans qui permet d'être en immersion complète. Il faut un ordinateur avec une bonne puissance graphique pour le faire fonctionner. Mais surtout ici, il faut des logiciels, des softwares, parce que aujourd'hui, c'est quand même une nouvelle technologie. Donc c'est vrai que c'est pas encore comme du PowerPoint. Les gens ne vont pas faire leur expérience eux-mêmes chez eux. Il y a des spécialistes comme Maxence par exemple, et il y en a beaucoup en France. On a un panel de partenariats d'éditeurs de logiciels importants en France. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, si vous voulez
partir sur une formation en réalité virtuelle, c'est plus simple de faire appel à des professionnels qui vous créeront la, la solution ou qui ont déjà des solutions sur étagère. Donc nous, en fait, HP, où est-ce qu'on peut agir là, sur ça? C'est-à-dire que nous, on va proposer les, les, les hardware qui sont de bonne qualité, c'est des qualités professionnelles, et on peut vous mettre en relation avec nos partenaires d'éditeurs de logiciels qui vont pouvoir vous fournir la solution qui est adaptée à vos besoins. Très bien. Et Pierre, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose sur la dimension technologie. Exactement, merci beaucoup Sophie et Cécile. Donc en parlant d'innovation technologique et de solutions adaptées à l'éducation avec tout le principe de développement des compétences, c'est en fait ici toute la nature de notre relation avec Intel. Donc comme vous le savez très certainement, notre gamme de produits HP est entièrement proposée avec des processeurs Intel et à travers notre engagement historique dans l'éducation, nous travaillons depuis des années avec ce premier fabricant mondial de microprocesseurs, de cartes mères et de processeurs graphiques. Notre objectif actuel et donc à long terme, c'est de développer des ressources de performance pour démocratiser l'usage de la réalité virtuelle dans tous les secteurs et plus précisément dans le vaste univers de l'éducation. Très bien. Alors, on va quitter la présentation pour revenir en plein écran et on va passer donc aux questions. Pendant que j'arrête le partage d'écran, je vous lis d'ores et déjà une question qui m'est parvenue par mail. Une question pour Cécile peut-être. Comment démarrer son projet de réalité virtuelle? Vers qui s'adresser? Voilà, comment on s'y prend de façon très concrète? Alors, bon, je dirais du côté HP, nous, je pense que le plus simple, c'est peut-être d'aller venir contacter nos experts, nos responsables commerciaux France, qui vont peut-être un peu identifier votre projet et ensuite orienter vers l'éditeur de logiciels qui correspondra le mieux à vos solutions. Je pense que ça commence toujours par un petit brainstorm pour essayer de comprendre quel est le besoin et puis en fonction de ça, orienter sur la solution hardware et software en même temps. D'accord. Après, si vous connaissez Maxence, vous allez directement les voir, ça marche aussi. Bien sûr. Une question également qui s'adresse à Gaël. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de collectivité, donc un département à plusieurs collèges. Comment est-ce qu'on installe, on déploie cette solution quand on compte des dizaines de collèges? Est-ce que ça se fait facilement ou pas? Enfin, comment ça marche? Alors, je pense que cette question est à la fois valide pour HP comme pour Maxence. Nous avons la chance de travailler avec les principaux interlocuteurs, en fait, d'un point de vue fourniture de matériel et de prestations informatiques, au niveau de l'éducation nationale. Donc, puisque certains matériels d'ailleurs, passent par des appels à propositions, des choses comme ça. Donc, nous sommes leurs interlocuteurs et si d'aventure nous rentrions en contact avec un lycée, nous sommes à même de faire l'interface avec, son fournisseur de matériel ou de solutions, informatiques. Donc là, pour nous, c'est vraiment en totale transparence, puisque, comme l'a très bien expliqué Cécile, on est sur, une complémentarité du matériel sans logiciel, ça va pas servir à grand chose et du logiciel sans un bon matériel, ça sera une expérience déceptive. Donc, c'est pour ça que nous, chez Maxence Innovation, on attache beaucoup d'importance à valider notre application sur, des matériels que nous recommandons et typiquement, c'est ce type d'approche qui nous permet aujourd'hui de recommander le Reverb, comme, un casque de référence. Eh bien, je crois que la question c'était, parce que là aussi c'est un mail qui m'est parvenu, en fait, un département a un parc à Mmh. gérer, hein, quand on a du volume. Est-ce qu'on va établissement par établissement? Enfin, comment ça marche, vous voyez, Ah! concrètement, d'un point de Alors vue déploiement? alors, Euh, je suis là pour le coup, je suis désolé pour nos partenaires qui justement, fournissent des solutions et de l'accompagnement. On a une solution qui est excessivement simple. C'est-à-dire qu'une fois installé, il n'y aura plus de maintenance.
les mises à jour n'existent pas puisque Mmh. tout est poussé via Internet. Heu, pour l'enseignant, typiquement, ça va être juste de démarrer la machine et de se connecter à l'application. Ça sera tout. Le D'accord. contenu, à partir du moment où le contenu est défini ou modifié, imaginons que demain, par exemple, le contenu d'une formation sur le grand oral est modifié, eh bien, dès que ce contenu est mis à disposition par son créateur, il est automatiquement disponible pour tous ceux qui sont connectés à ce réseau. Donc, D'accord. que le lycée soit à, Castelnau-lès ou, je dirais à Perpignan, ça sera exactement la même chose et ils l'auront exactement au même moment. Ce qui pour nous, en tant qu'éditeur de logiciels est un point excessivement important parce que tout le monde a la même expérience en même temps et les apprenants comme les enseignants peuvent échanger, il n'y aura pas de variation. Alors une question qui nous est parvenue de Jack ou Jacques. Quel est selon vous le soft skills qui peut le plus être facilement travaillé avec, la réalité virtuelle? Quelle est le la compétence douce qui se prête le mieux à la réalité virtuelle? Gaël. Moi, je vais très honnêtement, je pense que la confiance en soi Mmh, et l'aisance orale est un des ouais, éléments clés aujourd'hui. ouais. Heu, avant, on aurait dit, il faut maîtriser les outils logiciels et cetera, mais regardez, nous maîtrisons les outils numériques et finalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons. Donc, il faut justement aider les étudiants à être à l'aise avec l'oral et surtout à l'aise dans leur présentation. Savoir présenter un plan, le respecter, respecter son timing et ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre aujourd'hui grâce aux technologies, au lieu de, on va dire, être lancé sur la grande scène, dans le grand bain professionnel, on aura eu la chance de pouvoir s'entraîner plusieurs fois. Et pareil, pour par exemple des entretiens d'embauche, ça va être exactement la même chose. Mmh. Donc pour demain, c'est aussi important. Très bien. Alors on a une question, de Marie à propos de l'hygiène, une question sensible, en ce contexte de, coronavirus. Cécile, qu'en Ouais, est-il de l'hygiène? Est-ce qu'on peut alors imaginer, prendre le casque de son voisin et démarrer sa session? ça, c'est un très, très bon point parce qu'effectivement, ça a été le casque, hein, comme vous l'avez vu, il est positionné sur le visage, de l'utilisateur. Donc clairement, depuis le covid, on a eu beaucoup, de questions de ce genre-là. Et ce qui fait que ça nous a forcé, nous, à faire des études de, je vais avoir un truc, comment on dit ça en français? Sanitization, donc ça va être, Hygiène, je sais pas. ouais, enfin voilà, bref, l'hygiène. Sur Donc en l'hygiène, fait ouais. donc en fait, on a testé nos casques. Donc nos casques ont été testés par nos labs spécifiquement pour savoir quelles étaient les solutions hydroalcooliques qu'on pouvait utiliser pour les nettoyer, pas pour les nettoyer, pour les désinfecter, c'est le bon Mmh. mot. Donc on a une liste de produits qui sont recommandés. Avec le petit bémol qu'il faut pas l'appliquer sur les lentilles, donc ça fait un truc un peu particulier. Mais ça déjà, ça c'est une partie. Et l'autre partie, c'est qu'il y a des fabricants maintenant qui font des boîtiers de désinfection par ultraviolet. Oui, oui. Et c'est peut-être ça, c'est presque cette solution-là qu'on va recommander parce que ça permet de couvrir toutes les surfaces. Et on a également testé, c'est-à-dire que nos labs ont testé que l'ultraviolet n'allait pas dégrader les performances de notre casque. Et ça a Mmh. été fait aussi. Alors c'est une bonne question, vous m'auriez posé la question il y a un an, je vous aurais dit, il y a pas de souci. Mais en fait, donc on l'a Aujourd'hui, fait on l'a fait on l'a fait depuis covid. Donc ça, c'est un problème qu'on a effectivement adressé. Donc il y a très 2 bien. solutions. Donc on peut y aller en toute confiance. Et je compléterai juste ce que vient de dire Cécile, il y a aussi ce Il petit y a type ces petites de choses là, voilà. voilà, des petits masques. Quand vous faites, Ouais, défiler, par exemple plusieurs, une classe complète, ça va assez vite et bien chacun a son petit masque et ouais, voilà. Et surtout ouais, que ces masques-là sont maintenant, lavables. Donc chacun éventuellement en début d'année peut ouais, avoir son masque et puis, le laver, le nombre de fois nécessaire. mais Très bien, donc de l'hygiène, des soft skills sans problème. J'avais une autre question à propos d'un rapport, évoqué par,
par Pierre. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir, le rapport que vous avez mentionné? Oui, alors pour répondre à ta question, Sophie, donc nous avons prévu de vous transmettre le lien URL qui mène vers la version allégée du rapport en français dans le mail de remerciement à l'issue du D'accord. webinar. Et vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet Business Now dédié aux actualités HP dans la section RSE, ainsi que dans la partie développement durable de notre site officiel en version longue et en anglais. Et pour rappel, ce rapport aborde plusieurs sujets, dont notre engagement dans les activités de recherche et développement, notre stratégie de développement durable et les initiatives menées en matière de RSE dans la plupart des pays, dont la France. Vous pourrez également y trouver nos actions face à la situation complexe actuelle qui est existante, ainsi que des chiffres clés concernant l'apport d'HP dans les résultats d'apprentissage des étudiants et dans la D'accord. construction de compétences pour l'avenir dont nous avons parlé durant tout notre webinaire. Très bien. Bah, écoutez, je regarde les questions. Il n'y en a plus. Nous Il y en a une avons petite sur le passé chat là. Il y en a une sur le petite. chat, Ouais. d'accord. C'est pas sur le À la rigueur, je peux la lire parce que c'est bon, c'est du Allez-y. hardware. Donc, est-ce qu'en termes de technologie, le casque sera remplacé par des lunettes VR afin de gagner de la place? Alors, forcément, toutes les technologies vont vers la miniaturisation. Si j'ai pas montré de photos, mais les casques réalité virtuelle il y a 10 ans, c'était des trucs qui faisaient 5 kilos, qui étaient gros comme ça. Donc, c'est clair que en particulier à l'industrie du téléphone portable, on a une miniaturisation de tous Miniaturisation. les éléments, hein, des caméras, des écrans, etc. Et donc, c'est sûr que au fur et à mesure, on fait les casques de plus en plus légers, de plus en plus fins. La vision finale, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à une lunette. Après quand, ça c'est plus compliqué, mais c'est la tendance. Très bien. Donc, nous n'avons plus de questions. Nous avons passé 3 quarts d'heure ensemble sur le sujet. Il me reste à remercier nos intervenants pour leur éclairage sur le sujet, les participants pour leurs questions. C'est une façon de contribuer à alimenter l'apprentissage VR. Et puis, je voulais vous dire que si vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants, vous trouverez dans le mail que vous allez recevoir les mails qui vous permettront de prendre contact avec eux directement. Voilà, donc merci encore à tous et puis Merci. j'espère vivement vous retrouver à l'occasion d'un prochain webinaire organisé et animé par Tablet Academy. Au Merci à revoir. vous. Merci, bonne Merci à journée. tous. Bonne Excellente journée, au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.